Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Anaëlle. Bonjour. Anaëlle, tu es neuropsychologue dans un CMPP, c'est-à-dire dans un centre médico-psychopédagogique, et aussi dans une EMAS, une équipe mobile d'appui à la scolarisation. Et auparavant, tu as travaillé pendant 6 ans à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane française, une expérience qui a soulevé des questionnements et des réflexions dans ta pratique. Absolument. Et aujourd'hui, tu t'intéresses donc particulièrement à l'approche interculturelle et à l'hypnose. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Et au quotidien, Annelle, auprès de quel public tu exerces aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour côté CMPP, j'exerce auprès d'enfants et d'adolescents qui ont je dirais, entre 5 et 15 ans, qui présentent des troubles neurodéveloppementaux, ce qu'on appelle des TND. Donc c'est la grande sphère des dyslexies, des dyspraxies, du TDAH, de l'autisme, etc. Et côté EMAS, là, j'accompagne les personnels de l'éducation nationale. Alors, ça peut être des enseignants ou des AESH, anciennement AVS, auxiliaires de vie scolaire, hein, qui accompagnent, eux, les élèves en classe. Donc, d'un côté, je fais de l'accompagnement direct auprès des enfants et des adolescents, et de l'autre, auprès des adultes qui travaillent, eux, avec les enfants et les adolescents. D'accord. Donc auprès des adultes, c'est un peu comme de la supervision ou c'est... C'est plus de la guidance, dans le sens qu'en EMAS, on va avoir des enseignants et des AESH qui se retrouvent avec des élèves en classe qui ont des besoins particuliers et qui ont voilà, des besoins de cours qui soient mis en forme d'une certaine façon. En fait, l'accès à l'apprentissage est particulier de par leurs troubles. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de personnels qui sont pas forcément formés ni aux pathologies, ni à la façon d'adapter. Et quand ils ont des aménagements à faire, ils savent pas trop par où commencer. Hmm. Donc, dans notre équipe, on les accompagne en fait dans la mise en place de ces aménagements. On donne également beaucoup de formations. Comme c'est peut-être pas des fois dans leur cursus original, on leur donne des formations voilà, sur les divers troubles neurodéveloppementaux et les adaptations scolaires. Ah oui, ok. C'est contribuer à la continuité de la formation des professionnels qui accompagnent ce public particulier. C'est ça. Et parfois aussi, on peut être amené à faire des actions de sensibilisation en classe. Quand un prof dit, ben voilà, j'ai un élève autiste dans ma classe, j'aimerais bien parler de l'autisme en classe en début d'année pour éviter les stigmatisations, que l'intégration se passe bien et tout, mais moi je me sens pas de le faire, je m'y connais pas trop et tout. Ils peuvent aussi faire appel là, à notre équipe et là on peut venir en classe faire des sensibilisations directement auprès des élèves. Et on le fait de la maternelle au lycée et c'est très sympa à faire et c'est là c'est le des élèves. Oui, j'imagine que ça doit être super chouette de pouvoir proposer des projets comme ça. Absolument. Et par rapport au CMPP, du coup, dans quelles circonstances est-on amené à... Les enfants, leur enfant au CMPP. Ensuite, il va y avoir donc une admission, une rencontre avec le médecin, et le médecin va préconiser les bilans qui lui semblent le plus appropriés. Donc généralement, c'est des enfants où il y a des priés. Donc généralement, c'est des enfants où il y a des difficultés d'apprentissage. Souvent, c'est l'école qui a tiré la sonnette d'alarme en premier, en disant aux parents, bah, il y a une difficulté dans l'entrée dans la lecture, dans l'écriture, ou alors il y a trop d'agitation en classe comparé aux autres élèves, faudrait peut-être se faire des bilans, etc. Donc le médecin prescrit différents bilans, donc on est dans une équipe pluridisciplinaire. On a des psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, neuropsy, voilà, on est toute une équipe. On établit un diagnostic et suite à ça, on propose donc des suivis en fait. Donc ça peut être de la psychothérapie, mais ça peut être aussi de la rééducation. Et moi, je suis plus pour le coup sur le versant rééducatif. Là, la majorité des enfants avec lesquels je travaille, par exemple, juste cette année, c'est souvent des enfants avec donc un TDAH, trouble déficitaire de D'accord. l'attention, attention, hyperactivité. Mais comme c'est super long, tout le monde dit TDAH. Des enfants avec un trouble du spectre de l'autisme. Là aussi, c'est super long, donc on dit TSA, généralement. Ou je fais aussi des groupes de remédiation avec une collègue orthophoniste pour des enfants qui ont des troubles de la cognition mathématique. Donc c'est assez varié en fait.
D'accord, donc c'est vrai que la semaine dernière, on a vu avec Thibaut que lui s'occupe aussi des bilans et de la rééducation. Est-ce que toi, tu t'occupes aussi de faire les bilans ou c'est vraiment plus ton domaine de prendre la suite sur la rééducation? Non, je fais les deux. D'accord, On a une mission, on fait les deux, effectivement. ok. Et la rééducation, ça consiste en quoi exactement? Ça varie beaucoup en fonction du profil. Pendant très longtemps, en fait, quand je suis sortie de mes études, je croyais que la rééducation, c'était s'appuyer sur les résultats du bilan, c'est-à-dire en travaillant les points faibles relevés au bilan, tout en s'appuyant sur les points forts. Et avec les années, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très important dans tout ça, qui était la demande de l'enfant, en fait. Hmm. Est-ce que lui, il a envie déjà? Et donc, je vais partir de lui, de ce qui l'intéresse. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais apprendre à mieux faire, que tu sais faire déjà? Est-ce que des choses que tu aimerais apprendre à faire que tu sais pas encore? Est-ce qu'il y a des choses qui t'embêtent pour apprendre à l'école? Est-ce qu'il y a des choses qui t'embêtent à la maison? Enfin, voilà, j'essaye de lui partir de sa motivation. Et à partir de ça, connaissant son profil cognitif, comme j'ai un aperçu de voilà comment fonctionne son attention, sa mémoire, son raisonnement, etc. Moi, je vais lui proposer une rééducation, donc des jeux et des exercices, pour qu'il atteigne son objectif, mais pour que moi, je travaille aussi ce qui a été relevé comme problématique en fait lors du bilan. Eh Donc c'est oui, un peu double objectif. Et puis bien sûr, je prends aussi en compte la demande de la famille, des parents, parce que des fois, la demande des parents et la demande de l'enfant n'est pas la même. Et il faut faire avec aussi. Donc c'est important d'écouter tout le monde. Et dans la façon dont je propose les choses, je vois généralement l'enfant une fois par semaine pour une séance de 45 minutes donc rééducative. Et une fois par mois, une fois par trimestre, pardon, je fais un point avec les enseignants pour voir si ce d'accord. que je travaille en séance se transfère en fait côté école au collège, pour voir si eux ont rencontré des difficultés, pour voir s'ils ont besoin d'accompagnement par rapport à ces difficultés. Et une fois par trimestre aussi, j'invite les parents à venir en séance et à faire les exercices avec moi et l'enfant. Et D'accord. c'est généralement des chouettes séances parce qu'on se marre bien. Les parents voient en fait la façon dont j'aborde le jeu parce que je vais l'aborder en fait en posant des questions très précises en fait pour faire appel à certaines compétences de l'enfant. Donc ils voient ma posture par rapport au jeu et ils voient en fait ce que je suis en train de travailler. Parce que c'est vrai qu'il y a des métiers comme par exemple l'orthophoniste. Mhm. L'enfant a des difficultés d'accessibilité à la lecture, les parents ont une image en tête des types d'exercices que l'orthophoniste peut proposer. Les neuropsys, c'est beaucoup plus vague. Quand on dit Ouais. on veut travailler l'attention ou la mémoire, ça reste vague, ça reste des notions extrêmement abstraites. Donc voilà, donc il y a un bien meilleur transfert dans la vie quotidienne de l'enfant, c'est plus écologique quand les parents voilà, peuvent venir comme ça, regarder ce qu'on fait. Et après, ben voilà, il y a des parents qui se mettent à modifier aussi leur réponse parentale au domicile, qui se mettent voilà, aussi à s'adapter en fait à ce qu'ils ont vu en séance. Mm. Et c'est comme ça en fait qu'on obtient le meilleur transfert en rééducation en fait, quand on arrive à voir les différents milieux de vie de l'enfant qui s'adaptent et qui s'ajustent et qui sont sur une même ligne de base, c'est là qu'on obtient le plus de progrès en fait. Enfin, je trouve. Bah, c'est tout à fait intéressant ce que tu proposes parce que c'est vrai que c'est, comme tu le dis, très flou quand on parle de rééducation et d'exercice au niveau neuropsychologique. Est-ce que tu aurais par exemple une illustration un petit peu de comment ça se passe, je sais pas, un exercice en particulier par rapport à un trouble de l'attention puisque c'est ce dont on parle énormément en ce moment? Bah, par exemple, si je prends une séance que j'ai fait dernièrement, je travaille avec un enfant qui a été diagnostiqué autiste, donc il y a Mhm. un trouble du spectre de l'autisme, et effectivement, il y a beaucoup de plaintes au niveau de l'école vis-à-vis de l'attention. Le problème, c'est que cet enfant, il sait pas encore, donc il a 8 ans, il sait pas encore regarder dans les yeux. Le regard dans les yeux, c'est inconfortable pour lui. Or, le problème, c'est que tant que ça, c'est pas stabilisé, je peux pas attaquer l'attention conjointe, et si l'attention conjointe est pas là, je peux pas attaquer les grandes sphères attentionnelles derrière non plus. Donc, en fait, il y a certaines bases, et en fait, quand on y réfléchit, c'est des bases qu'on trouve chez les tout petits, hein. Mm. L'attention conjointe, etc., c'est des choses qu'on travaille, on va plutôt travailler chez les petits. Euh,
Donc là, par exemple, en une séance, je peux travailler différentes choses. Alors c'est tout bête, hein, mais je vais avoir des gommettes colorées fluo autour des yeux. Pour en fait, dans la conversation, ça oblige le regard de l'autre à screener les yeux de son interlocuteur plus régulièrement. Donc ça fait beaucoup rire mes collègues quand je les croise dans les couloirs. Généralement, ça se J'imagine. travaille en séance. Je peux utiliser des jeux comme le Lynx ou des Oui Charlie, par exemple. Le Lynx, je sais pas si tu vois, c'est plein de petites images sur un très très grand plateau. C'est un peu un même principe que Oui Charlie, en gros. Et en Oui, oui, fait, oui. moi, je regarde, je pioche une carte. Donc, par exemple, il y a un plateau avec des fromages, un fromage, un vélo, un crayon, et on multiplie ça par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'images. Je pioche une carte qui correspond à l'image. Et en fait, je vais regarder la réponse et l'enfant doit deviner qu'est-ce que je regarde en fait en, en suivant mon regard. Donc ça l'oblige en fait à être dans l'attention conjointe et à suivre mon regard. Et dans la même séance aussi, je vais commencer à lui apprendre un petit peu de langue des signes parce qu'en langue des signes, on est obligé d'être très attentif en fait à l'interlocuteur. On peut pas s'appuyer sur l'auditif. Il y a énormément d'investissement corporel. Donc là aussi, ça va passer par autre chose. Donc ça demande une attention conjointe particulièrement soutenue. Mhm. Ensuite, dans la séance, plus l'enfant est à l'aise et plus en fait on va laisser les jeux de plateau pour en fait, on va constituer des petites phrases toutes courtes en langue des signes sur je regarde quelque chose de rouge et donc il va devoir regarder qu'est-ce que je regarde de rouge dans mon bureau, tout en regardant ce que je suis en train de lui dire, mais en langue des signes par exemple. Je vais pouvoir prendre une grande maquette de maison, comme une maison de poupée, par exemple. J'imprime ses personnages préférés, généralement en 2D ou en 3D. Donc lui, c'est un fan de Pokémon. Pour les faire tenir debout, en fait, dans cette petite maison. Et l'exercice, ça va être quel personnage voit quoi. Si je le déplace là, dans la maison, est-ce qu'il va pouvoir voir que ce personnage est dans la cuisine en train de faire des crêpes? Ce genre de choses, par exemple. D'accord, Donc, dans une séance, ça peut être très, très de choses, par exemple. d'accord. Donc, dans une séance, ça peut être très, 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 très varié, en fait. OK, donc faut faire preuve, de créativité un peu aussi, dans ton travail pour, s'adapter aux Et honnêtement, c'est un des aspects que je préfère le plus dans mon travail. C'est que ça me demande une heure de prépa, généralement, qui est assez importante parce que j'ajuste beaucoup, beaucoup à ce qui pourrait plaire à l'enfant. Ouais, ça me booste en termes de créativité. Ouais, je suis toujours en train de plastifier, de velcroter, de fabriquer un truc pour préparer mes séances, quoi. Bah, c'est chouette et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être, neuropsychologue? Alors c'est très rigolo parce que j'avais fait une filière scientifique au lycée parce qu'on m'avait dit quand on sait pas faire, quand on sait pas quoi faire, c'est ce qui est plus intéressant. Et déjà au lycée, moi tout ce qui était le cerveau m'intéressait énormément. Par contre, je me leurrais pas trop sur le fait que médecine n'était pas trop fait pour moi. J'étais une quiche en maths, une quiche en sciences physiques. J'étais très bonne en philo en SVT. Mais concrètement, voilà, je me voyais pas non plus en médecine, quoi. Mmh. Euh, et j'avais vu un conseiller d'orientation qui m'avait fait passer des tests et qui m'avait dit, bah voilà, selon votre profil, le métier d'architecte vous conviendrait très bien. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, vous êtes créative et très rigoureuse. Sur ce point-là, c'était pas faux. Mais heureusement que j'ai pas fait d'architecture parce que mon visuo-spatial est tellement mauvais que je pense que j'aurais mis en danger des gens si j'avais dessiné des immeubles. Euh, c'était pas tellement ma tasse de thé. Oui, Donc je suis allée en biologie, en fac de biologie pour faire une licence en biologie cellulaire et physiologie. Et d'accord. mes profs ont eu une très bonne idée. Dès la première année, on doit faire un projet, une sorte d'exposé oral avec un poster scientifique qui présente le métier qui nous a donné envie de nous inscrire en fac de bio. Et donc moi, j'étais partie sur la neurobiologie. Et en fait, en faisant ce travail-là, on a pu rencontrer des gens qui faisaient ce métier-là. Donc j'ai pu rencontrer des très grands chercheurs en neurobiologie euh, qui travaillait notamment sur Alzheimer. C'était fascinant, c'était extraordinaire. Mmh. Mais en fait, je me suis dit, j'ai rencontré un monsieur qui avait fait carrément 40 ans de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Et en 40 ans, il n'avait jamais rencontré un seul patient. Et je me Ouais. suis dit, bah, c'est pas ça que je veux faire. C'est hyper intéressant le cerveau, il n'y a pas de souci, je suis
très intéressée par le cerveau, mais c'est toujours pas ça que je veux faire. Il Donc manquait je suis la relation humaine. voilà, exactement. Je suis là, genre 40 ans à travailler sur Alzheimer et pas rencontrer un patient. Bah, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose, quoi? Alors que c'était fascinant, hein, mais pour moi, voilà, la forme en tout cas, c'est pas celle qui me convenait du tout. Donc je suis allée voir un autre conseiller d'orientation, plus dédié au campus, lui, en disant, ben voilà, j'avais pensé être dans la neurobiologie, là je suis en train de me rendre compte que c'est pas ce qui me va. Et il m'a coupé tout de suite en disant, ah non, non, mais ça existe pas, le métier de neurobiologiste. Je dis, bah, j'en connais une bonne dizaine en fait. Il y a un laboratoire de recherche sur le campus. Je viens d'être en interview avec pour mon projet avec un chercheur il y a moins d'un mois. Enfin, si, c'est un métier. Et il m'a montré son ordinateur. Il dit non, non, regardez la banque de données, ça n'existe pas dans les métiers référenciés, c'est pas un métier. Donc là, Ah. j'étais un peu dépitée en disant, je vous jure que quand même, il y a un laboratoire de recherche du CNRS en neurobiologie implanté sur le campus quand même, hein. Mais bon. Donc, je suis sortie un peu dépitée en disant, c'est pas grave. Et je me suis pris une après-midi entière où en fait, je suis allée à la bibliothèque universitaire, à la BU. J'ai Oui. demandé, je sais pas si tu vois, les chariots qui roulent là. Oui, oui, Euh, oui. ouais, j'avais demandé un chariot qui roule et en fait, j'ai fait tout le tour de tous les rayons et j'ai pris tous les livres dont la couverture, soit par le titre, soit par l'image, me plaisait. Et D'accord. donc, j'ai tout pris, tout pris. Et j'ai tout mis sur une gigantesque table que j'avais monopolisée. Bon, pour ma défense, il n'y avait personne cet après-midi, hein. Que j'ai monopolisée d'une pile de bouquins énormes. Et en fait, pendant toute une après-midi, j'ai retourné les bouquins, j'ai ouvert les dernières pages. Et en fait, je notais sur une feuille de papier tous les métiers, en fait, de ces personnes-là. Et donc, il y avait des neurochirurgiens, des neurobiologistes, il y avait beaucoup de choses en neuro. Et c'est la première fois que j'ai vu le mot neuropsychologue. Et j'avais jamais entendu parler de ça. Et Oui. une fois que j'ai fait ma petite liste avec tous mes noms, une fois que j'ai remis tous les livres dans tous les rayons, j'ai regardé sur mon PC et ce que c'était la neuropsycho. Et en fait, je me suis dit, bah voilà, bah c'est ça, c'est carrément ça en fait que je veux faire, les gars. C'était ça depuis le début. Donc voilà, je me suis inscrite en fac de psycho l'année d'après. Et c'était un peu particulier parce que je l'ai fait par correspondance, parce que j'avais commencé pour le coup ma licence en biologie cellulaire que je trouve intéressante, donc j'ai fait les deux. J'ai fait la licence de psycho en distanciel et j'ai terminé ma licence en biologie cellulaire et physiologie en présentiel. Et Ah, c'est après, intéressant. ouais, voilà, j'ai fait les deux licences. Et puis une fois que j'ai ma licence en bio, là j'ai complètement fait mon master en présentiel en neuropsy, quoi. Et ça a dû beaucoup t'aider d'avoir fait une licence en biologie. Ah, c'était super. C'est au niveau des ponts que ça apporte dans les connaissances, c'est hyper intéressant. Bon, déjà, niveau neuroanat, ça m'a donné une longueur d'avance, clairement, pour la fac, Oui, c'est en sûr. psycho, d'avoir Oui. une longueur d'avance en neuroanat, ça c'était bien. Mais c'était très intéressant, effectivement, d'avoir décortiqué des cellules. Enfin, je suis arrivée en fac de psycho en me disant, bah voilà, je sais que je vais devenir neuropsy, en fait. Dès ma première année, je le savais, et j'avais déjà fait pousser des neurones dans une boîte de pétri, quoi. Oui. Et c'était d'ailleurs super cool à faire. Donc j'étais contente. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop dans la pratique par rapport à ça en psychologie, c'est sûr. On visualise moins du coup ce dont il s'agit. Donc, Mm. Et par curiosité, du coup, tu l'avais fait où ta licence de psychologie à distance? Quelle université proposait ce format-là? Paris 8 parce que le CNED ne le proposait pas à mon époque, mais je sais pas si ça a changé depuis. Ok, parce que peut-être ça pourrait intéresser des personnes de pouvoir le Ah, faire à c'est hyper distance. intéressant, la fac par psycho par correspondance. En fait, j'étais la plus jeune de ma promo. Tout le monde avait quasiment 40 ans. Et en fait, tout le monde était en reconversion. Et, euh, et en fait, j'étais avec des gens, pour le coup, qui étaient extrêmement motivés, quoi. Oui, Moi, j'étais vraiment dans une promo, dès ma première année de licence, de personnes qui se laissaient une deuxième chance dans la vie de de repartir à zéro vers un nouveau métier. Et donc, ils avaient une motivation, mais extrêmement poussée, quoi. oui, Et être dans une promo comme ça, alors on se voyait en présentiel deux fois, trois fois par an grand max. Mais sinon, on échangeait voilà sur les sites dédiés, etc. Enfin, on était vachement en contact les uns les autres, on s'encourageait les uns les autres. Et même si j'étais la petite jeunette de la promo, c'était vraiment une super ambiance, quoi. Ah oui, c'est chouette.
Et ma question après, c'est de savoir comment tu t'es retrouvée alors à Saint-Laurent-du-Maroni après tes études finalement. Eh ben, tout simplement parce que je trouvais pas de boulot. En fait, après mon diplôme, j'ai cherché du boulot pendant quasiment 6 mois à peu près. Oui. J'ai passé des entretiens d'embauche et ça se concluait toujours de la même façon. Mm. On vous a adoré, mademoiselle, on adore votre profil, vous avez fait beaucoup de stages, vous avez beaucoup d'expérience, enfin c'est super ce que vous avez fait, on vous adore, mais on vous a retenu en deuxième candidate parce qu'on aimerait bien quelqu'un qui vienne de la région. Donc on a retenu une personne qui vient de la région en premier, et si jamais elle se désiste, on vous rappellera. Et Ah ça m'est oui. arrivé peut-être, je sais pas, 4 fois, 5 fois peut-être, en 6 mois. Mm. Et en Guyane, il n'y a pas de fac de psycho en fait. Donc on vous pose pas la question de on va embaucher quelqu'un de local. Et donc voilà, donc là, il y a des gros avantages de travailler dans les dom-toms, et particulièrement en Guyane. C'est du CDI direct, c'est du temps plein direct, c'est de la convention 66 direct. Donc clairement, je me suis dit pourquoi pas. Après, je me suis dit aussi, bon, si c'est trop difficile, j'y reste 1 an et je reviens, quoi. Oui. Le salaire était très avantageux, j'avais emprunté de l'argent pour mes études, donc je me suis dit au moins en 1 an, je pourrais rembourser voilà facilement ce que j'ai emprunté, me faire une expérience. Et en fait, j'ai adoré, je suis tombée amoureuse de ce travail-là. C'était aussi une grande claque parce que je crois que tous les neuropsych qui ont bossé là-bas, même si, hein, pourront le dire. On arrive, on pense qu'on sait plein de choses, et puis en 1 mois, on se rend compte que tout ce qu'on sait ne s'applique absolument pas dans un autre milieu, et on se sent nul. Et pour le coup, on retrousse les manches et on continue d'apprendre, apprendre, à décortiquer, à revenir à la base de la base de la base du métier. Et c'est très très formateur. Et quel travail est-ce que tu faisais exactement là-bas? Alors, j'ai commencé dans un CESAD. Euh, alors, je ne sais pas si CESAD, faut peut-être expliquer. En fait, c'est comme un CMPP, sauf qu'on se déplace en fait vers les lieux de vie de l'enfant. On n'a pas de bureau où on reçoit les enfants pour des bilans et de la rééducation. C'est-à-dire qu'on va se déplacer dans les écoles ou au domicile pour faire les bilans et les rééducations en fait. Et D'accord. c'était un CESAD spécialisé dans la déficience intellectuelle et la déficience motrice. Donc j'ai fait 3 ans et demi à peu près là-bas. Et après j'ai fait 3 ans et demi dans un CMPP aussi. Donc pareil, avec la même population que là j'ai à l'heure actuelle. Seulement j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni, dans une ville où quand j'arrivais le matin dans la salle d'attente, ça parlait 7 langues différentes. Donc voilà, on était entouré de la forêt amazonienne. Les transports communs incluaient des pirogues. Et puis, une fois par mois, on faisait ce qu'on appelait les missions fleuves, où là, on descendait carrément en petit avion le long du fleuve. Donc, je prenais l'avion pour aller au boulot le matin, dans un petit coucou, pour nous déposer dans des villages beaucoup, beaucoup plus isolés le long de la forêt amazonienne. Donc, ça aussi, c'était une sacrée expérience. Ah oui, c'est vrai que c'est très dépaysant là pour le coup. On retrouve pas ça en France. Ah non, là c'est sûr, j'ai eu de grosses remises en question. Là, c'était vraiment quand on vous donne la mallette de test. Alors la base de la base, c'était le whisk, donc Steen Wechsler, en vous disant bah voilà, t'as une mallette de test, t'arrives en pirogue, et on arrive dans un village où le sol est en terre battue, où il y a le feu traditionnel qui est là avec les amulettes chamaniques qui pendent au-dessus du feu, où personne ne parle français, et on vous donne une mallette en disant ben voilà, on aimerait bien que tu testes l'intelligence de cet enfant. Il y a un petit côté genre, ça va pas. D'un point de vue éthique, là, ce qui se passe, ça va pas. Je vais devoir réfléchir, les gars. Oui, j'imagine que ça a dû amener beaucoup de réflexions, surtout quand on débute et qu'on sort des études. Il y a déjà beaucoup de réflexions quand on travaille sur un terrain plus classique, j'ai envie de dire. Mais là, d'autant plus alors. Ah oui, oui, c'était une remise en question perpétuelle. Je crois que j'ai appelé les éditeurs de tests, les ECPA, je sais pas combien de semaines ou peut-être 1 mois ou 2 après être arrivé là-bas en disant attendez une minute, comment on fait? Parce que dans nos tests, on a des choses comme voilà, il y avait de l'appariement d'images entre reconnaître pourquoi est-ce qu'on mettrait un bonhomme de neige et une luge ensemble. Moi, je suis en plein milieu de la forêt équatoriale. En fait, ils n'ont jamais vu la neige. Je sens bien que j'ai pas les bons outils, j'ai pas les bonnes représentations. Enfin, Mm. tout était à remettre en question en fait. Enfin, il y a énormément même le concept même de l'intelligence.
il est culturel. Et j'étais dans une culture où ce concept-là était complètement, ils avaient une définition complètement différente de la mienne. Mmh. Donc ça m'a, voilà, grosse remise en question professionnelle dès le début, et c'était très bien. Ça m'a beaucoup appris. Et qu'est-ce que tu appréciais dans ton environnement de travail? Bon, je vais pas mentir, hein, l'exotisme, je veux dire Ouais. carrément. Enfin, le fait de pouvoir, voilà, voir des choses. Voilà, dans mes visites à domicile, voir des enfants jouer avec des lianes, les ouvrir, commencer à les manger, puis je regarde les parents, genre c'est normal qu'ils mangent des lianes. Les gens qui m'accueillaient avec des boissons bizarres d'accueil qui étaient vertes et pas bonnes, mais qui ça faisait partie du processus. Alors ouais, je devais enfin apprendre tout ce qui était de l'ordre de l'acculturation, la faune sauvage. Enfin, je veux dire, c'était extraordinaire. C'est pas dans tous les boulots qu'on peut dire, bah voilà, pour aller au boulot ce matin, j'ai pris un avion, quoi, ou la pirogue. On avait une pirogue dédiée dans la partie de mon équipe qui faisait l'émission Fleuve. On avait une pirogue à nous, quoi, quand même. Euh, et c'est une sensation incroyable de commencer sa journée en faisant un peu de pirogue. Ça vaut tout l'or du monde. J'imagine. Et tu travaillais à ce moment-là, du coup, plutôt en équipe? Tu étais rarement, seule finalement en déplacement? Toujours, j'étais toujours en équipe et donc pareil, équipe pluridisciplinaire, hein, psychomotricien, ergothérapeute, orthophoniste, psychologue. Et puis surtout, on avait une armée de médiateurs culturels qui étaient prêts à nous traduire dans n'importe quelle langue et qui faisaient beaucoup plus que de la traduction en fait. C'est-à-dire que qui nous apprenaient ce qui était de l'ordre des conventions sociales, de ce qui se faisait, de ce qui se faisait pas. Et j'avais tout à apprendre et c'est eux qui m'ont tout appris. Par exemple, je me souviens, le premier mois où je suis arrivée, j'avais demandé à mon médiateur culturel, je lui dis, est-ce que c'était déjà arrivé qu'un professionnel arrive de métropole et fasse quelque chose qui t'ait choqué, toi, en tant que Guyanais, et qu'il faudrait pas que je fasse? Il m'a dit, ah oui, une fois, le psychologue, je l'ai accompagné lors d'une visite à domicile. On est arrivé dans un village et il y avait des jeunes filles dans la famille de 12-13 ans qui avaient les seins nus, qui étaient en pagne traditionnelle. Et le psychologue leur a demandé d'aller se couvrir, d'aller enfiler un t-shirt. Il dit, oh, moi j'ai rien dit, hein, mais moi ça m'a choqué, hein. Moi j'ai des filles du même âge à la maison, je te prie de croire que le jour où elles se couvrent les seins, ça va barder, hein. Et je l'ai regardé en disant, ah bon, mais pourquoi? Enfin, ça c'est. Il dit, mais parce que si tu te couvres les seins, il dit, ça veut dire que tu en fais quelque chose de ces seins qui ont une autre représentation dans le regard des gens. Et 12-13 ans, c'est pas un âge pour faire les choses avec ces seins, hein. C'est pas un âge pour faire des choses avec des garçons. Et en fait, effectivement, la représentation Mmh. de la nudité est très culturelle. Dans l'occidental, la culture occidentale, la nudité est associée très rapidement à la sexualité, ce qui n'est pas du tout le cas dans plein de cultures à travers le monde, et notamment en Amérique du Sud. Et voilà, c'est vrai que ce psychologue avait voulu bien faire, lui, dans ses débuts, en demandant aux jeunes filles de se couvrir. Et en fait, ça avait choqué. Ça avait choqué parce que, pour le coup, le psychologue avait une représentation des seins nus qui était très différente de la représentation des seins nus d'une jeune fille de 12-13 ans dans un village, qu'il ne considérait pas comme une jeune fille sexuée, sexualisée, ou en tout cas, par rapport à ça. Et oui. Et du coup, ça me fait penser à une question qui a été posée par, une auditrice. C'est, comment prendre en compte une culture quand on ne la connaît pas bien? Est-ce qu'il faut faire un travail de recherche au préalable? Absolument. Il y a pas 10 000 baguettes magiques, hein. Mais clairement, travailler dans l'interculturalité, travailler avec quelqu'un qui est une culture différente de la nôtre, et ça vaut pour travailler en plein milieu de la forêt amazonienne, mais ça vaut aussi pour travailler en France métropolitaine, juste avec une personne d'une culture différente en face de nous, hein. Mais ça Mmh. demande énormément de boulot, en fait. Ça demande du temps. Ça demande du temps en plus de se renseigner. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des médiateurs culturels. Mais oui, à côté de ça, je me suis inscrite à des formations, j'ai lu, j'ai beaucoup lu, j'ai potassé, j'ai échangé. Oui, ça demande quand même une grosse prep en amont. Et c'est vrai que de tout ça, j'en ai retenu donc beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup potassé et en fait j'avais gardé très bon contact avec mes professeurs de master 2 et quand j'ai été embauchée, lors de ma prise de poste, je leur avais envoyé une carte en me disant, enfin j'avais échangé avec eux en disant j'ai adoré mon master 2, j'ai adoré le programme que j'ai eu pendant mes études en master 2. Par contre, le prenez pas mal, mais j'étais pas prête. On n'est pas prêt en fait. On n'a pas de cours trop poussés en fait, en tout cas dans la neuropsy, sur l'interculturalité.
Il y a d'autres filières en psychologie, donc des filières de psychologie Mhm. sociale qui sont beaucoup plus poussées dans le domaine interculturel. En neuropsy, non. On est poussé dans le cerveau. Mais on n'est pas trop poussé là-dessus, en fait. Et en fait, c'est fondamental parce qu'on se rend compte que l'attention ne fonctionne pas de la même façon d'une culture à l'autre. La mémoire, pareil, etc. On se rend compte qu'on a des profils cognitifs qui dépendent énormément de l'environnement dans lequel l'enfant a grandi. Et le cerveau de l'enfant va développer les fonctions cognitives qui le sont le plus utiles, en fait, tout simplement. Et partir du principe qu'on fonctionne tous de la même manière, c'est une très grave erreur en neuropsychologie. Donc voilà, d'une chose en entraînant une autre, les profs m'avaient invité à venir parler de mon expérience aux étudiants, ce que j'ai fait, et puis en faire un cours, et puis finalement j'en ai fait une formation en ligne pour les neuropsys, mais pas que sur voilà, les gens qui s'intéressent à l'interculturalité et la cognition. C'est une formation qui est sur la plateforme Genepsy, parce que justement, on me pose des questions comme l'auditrice qui vient de me poser la question. C'est une question que j'entends souvent, du style est-ce qu'il faut du travail machin ou est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Et alors oui, il y a des trucs et astuces, mais en gros, il n'y a pas de baguette magique. Voyant en situation interculturelle, ça va demander du temps. Vraiment du temps et de la réflexion en plus, oui. Et oui, c'est sûr. Et ça me fait penser aussi quand tu parles des masters que, effectivement, moi, il y avait quand même un cours où on questionnait le concept de l'intelligence sur est-ce que finalement les tests classiques qu'on étudie, bah, qu'est-ce que ça signifie réellement? On avait quand même eu un petit cours sur ça. Mais autrement, il y a vraiment des masters dédiés à l'interculturalité. Et autrement, c'est vrai que les autres masters, finalement, sont pas vraiment, n'ont pas vraiment de cours spécifiques à ça. Donc, je trouve ça chouette que tu puisses intervenir aujourd'hui dans ton master et que, du coup, tes anciens profs se soient rendus compte que c'était un manquement à la formation, quoi. Alors je le fais plus à l'heure actuelle pour ce master-là. J'avais commencé effectivement avec ce master et oui D'accord. maintenant effectivement je suis passée sur un format en ligne parce que là aussi c'est tout bête hein, mais pour avoir vécu 6 ans et demi en dom-tom, on a très peu accès à des formations en fait. Dès qu'on demande une formation, bah il y a le billet Mm. d'avion du formateur qui est prévu et ça coûte beaucoup plus cher. Donc on a très peu de formations et dès qu'il y a une formation en ligne voilà, qui peut nous intéresser dans notre domaine, on se jette dessus, quoi. Je sais, en fait, quand on travaille très loin, à quel point ça peut être précieux d'avoir un Mm. média comme ça, en fait. Oui, oui, la formation en ligne, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est précieux, quoi. Et donc du coup, une autre question d'une auditrice qui est un peu différente de celle de ton expérience en Guyane. Est-ce que pour toi, un neuropsychologue est plus reconnu qu'un psychologue? Je pense aussi que c'est la question de est-ce que c'est plus facile de trouver du travail par ce biais-là? Voilà. C'est une bonne question. Plus reconnu, je pense pas en tant que soi, parce on a que ce soit un psychologue clinicien, on va dire, peu importe son orientation, enfin, un neuropsychologue est avant tout aussi un psychologue clinicien spécialisé en neuropsychologie, mais le diplôme est reconnu dans les deux sens, en fait. Donc, les gens, par contre, dans l'imaginaire du grand public, ont en tête ce que c'est un psy, neuropsy beaucoup moins. La plupart du temps, quand je dis je suis neuropsychologue, les gens en face de moi n'ont absolument aucune idée de ce que ça veut dire. Ils me répondent tous la même chose. Ils me disent ah, il en faut. Donc généralement, je sais que la personne c'est ce que je fais. Mais après, est-ce que c'est plus facile de trouver du travail en tant que neuropsy? Je suis pas sûre, non. Enfin, là, je vois dans les différentes structures dans lesquelles j'ai travaillé, il y a plus de postes de psy que de neuropsy. En termes de besoins, bah, ça sert à rien hein, de faire de la rééduque en neuropsy. Si l'enfant il traverse une grosse dépression, bah, va falloir d'abord travailler ça côté psy et ensuite la neuropsy se rajoute en fait. Donc c'est tellement différent que C'est complémentaire, ouais, finalement. c'est assez complémentaire. En plus, alors ça change en ce moment, ça change un peu, mais il y a plus en plus de neuropsy chez l'adulte, c'est-à-dire qu'ils vont travailler avec des populations d'adultes qui ont eu des AVC, des traumas crâniens, ou alors sujets âgés avec donc des pathologies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson, etc. Et voilà, les neuropsies chez l'enfant se développent de plus en plus. Moi, à mon époque, il y avait une quinzaine, un petit peu moins, une douzaine de masters spécialisés en neuropsychologie en France, et il y en avait que 3 sur 12 qui étaient spécialisés en neuropsychologie de l'enfant, par exemple.
Mm. Mais voilà, c'est en train de changer un petit peu tout ça. Donc non, non, je pense pas qu'on soit plus ou moins reconnu. Je pense que ça, le grand public sait pas trop ce qu'on fait, mais alors c'est super cool. Franchement, j'adore mon boulot. Je suis très 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 contente de faire mon métier. C'est chouette parce que peut-être qu'il y a des personnes en t'écoutant qui vont connaître justement ce métier-là et ça va peut-être donner susciter des vocations. Ah, avec plaisir. Et ensuite, il y a une dernière question qui a été posée, alors plus par rapport à l'hypnose, parce que c'est vrai que j'ai mentionné sur Instagram que tu te dirigeais aussi vers l'hypnose. Alors peut-être définir ce que c'est l'hypnose et plus particulièrement celle que tu pratiques, l'hypnose ericksonienne. Alors je me suis formée en hypnose en fait parce que je travaillais, je travaille toujours d'ailleurs, avec des enfants et des adolescents donc qui ont un TDAH. Et donc voilà, d'un point de vue attentionnel, je creusais en fait la piste de la méditation pleine conscience. Et en fait un jour en séance, l'enfant est rentré dans un état que j'ai compris après être hypnotique, mais j'ai pas compris comment un exercice de méditation pleine conscience l'avait emmené complètement ailleurs. Et on est passé largement le cadre de la méditation pleine conscience. Donc je me suis dit, bon, l'hypnose a l'air d'être intéressante pour moi, les enfants avec qui je travaille. Donc je vais creuser de ce côté-là. Donc j'ai fait une formation, j'ai commencé ma formation avec Philippe Haïm, avec l'Institut Utile. Philippe Haïm qui a une chaîne d'ailleurs qui s'appelle Comme si sur YouTube, qui fait des super vidéos si vous intéressez à l'hypnose, c'est super intéressant. Et j'ai poursuivi avec ma formation avec Actif. Donc voilà, c'est des formations. En formation en hypnose, il y a un petit peu de tout. Donc il faut vraiment se renseigner avant. Là, c'était une grosse formation voilà, sur 3 ans. Et donc dans l'hypnose, on va chercher un état modifié de conscience. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que je travaille en fait avec des enfants donc, qui ont des troubles neurodéveloppementaux. Donc, c'est-à-dire certains automatismes n'ont pas été faits en fait dans leur cerveau. Par exemple, toi, quand tu écoutes et quand tu prends des notes et que tu écris, l'écriture est automatisée. Ça te demande pas, ça te demande plus d'effort. Mhm. Chez certains enfants, l'écriture est pas automatisée, ça leur demande un effort attentionnel particulier en fait. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Les premiers temps, on peut pas écouter la radio et apprendre à conduire en même temps. Ça nous demande trop d'énergie, toute notre attention est mobilisée vers autre chose. Donc, on a une fois qu'on sait conduire, on a créé un automatisme. On arrive tout à fait à conduire sans penser, consciemment à tout ce qu'on est en train de faire. Et en fait, l'hypnose va être très intéressante par rapport à ça, par rapport au fait d'enclencher certains automatismes. Donc, on est sur un état modifié de conscience où si je prends l'exemple d'une personne qui essaye d'arrêter de fumer, l'hypnose, elle va agir sur plusieurs domaines et entre autres, elle va agir sur les réflexes inconscients que la personne, elle a des fois de prendre une cigarette et que la main se rapproche de la bouche sans que la personne n'y ait pensé. Le truc est devenu un automatisme inconscient. Ben, l'hypnose peut agir précisément là, en fait. Et avec les enfants avec lesquels je travaille, qui ont un TDAH, l'impulsivité est quand même voilà, au cœur de leurs problématiques parfois. Et en fait, la façon dont on travaille sur les automatismes va pouvoir contrecarrer cette impulsivité. Donc c'est très intéressant. Mm. J'ai été amenée à participer aux journées motrices à Brest l'année dernière en conférence où on avait un groupe avec des psychomotes de rééducation avec des enfants qui ont des dyspraxies, donc des difficultés d'automatisation du geste, hein, donc des enfants qui sont particulièrement maladroits, mais donc le corps n'a pas intégré certains automatismes. Et en fait, on faisait des exercices un peu classiques de rééducation psychomotricité. Et nous, les neuropsy, on rajoutait de l'hypnose par-dessus, de façon à ce que ce soit le geste travaillé devienne automatisé de manière complètement inconsciente et consciente, en fait, à l'intérieur. On reprogramme, en fait. On va se servir de la plasticité neuronale pour reprogrammer un peu certaines choses. C'est hyper intéressant. Par exemple, je sais pas si tu vois la syncinésie, le fait de pouvoir entendre certains sons et les associer à des couleurs ou à des images. Certaines personnes ont ça naturellement, c'est pas la majorité des gens. Et ça, par exemple, moi, je peux en créer en hypnose. Je peux faire des séances d'hypnose où je peux créer des syncinésies et donc augmenter les capacités de mémorisation de l'enfant. Si, par exemple, il a des demandes en séance de j'aimerais des trucs et astuces pour mieux apprendre mes cours, je vais beaucoup travailler la métacognition, je vais beaucoup travailler les apprentissages, mais je vais aussi des fois passer par l'hypnose parce qu'en fait, je peux faciliter certaines choses et en attention et en mémoire, en fait. Ah, c'est super intéressant comme outil dans ce contexte. Exactement. Et comme tu l'as dit, c'est un outil en fait. C'est un outil parmi tant d'autres que j'utilise en séance.
Mais honnêtement, c'est pas le cœur de mes séances, c'est-à-dire que je l'utilise pas à chaque séance. Mais maintenant que j'ai cet outil-là, c'est vraiment chouette. Et est-ce que c'est quelque chose qui est auquel tu as commencé à t'intéresser quand tu étais en Guyane ou c'est vraiment venu plus tard? En Guyane, pour le coup, le loulou avec lequel je travaillais, il était en Guyane. Et quand je suis partie de Guyane, j'ai continué à me former en hypnose après. Ok, donc c'est vraiment un outil qui peut être utilisé avec tous les publics et même toutes les cultures alors. Oui, 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 oui. Après, il va y avoir certaines spécificités et il faut s'y connaître. La contre-indication serait de ne pas connaître la pathologie dans laquelle on s'exerce. Par exemple, Mm. c'est tout bête, ou du moins le domaine. C'est-à-dire, moi, j'ai les bases, par exemple, en hypnoanalgésie. Je sais très bien comment ça marche l'hypnoanalgésie. Je sais très bien quels sont les mécanismes qui fonctionnent quand on fait une opération chirurgicale sans une seule goutte d'anesthésie, mais uniquement en hypnose. Je vois très bien comment ça fonctionne. Mais je l'exercerai jamais. Je me permettrai jamais d'aller sur ce terrain-là parce que j'y connais rien en chir, j'y connais rien en soins physiques, on va dire, c'est pas mon domaine. Mm. Donc la seule contre-indication, c'est d'exercer de l'hypnose dans un contexte qu'on ne connaît pas en fait, enfin, qui n'est pas notre cœur de métier, on va dire. Oui. Oui, oui, c'est ça, c'est l'utiliser à bon escient en fait, c'est pas non plus faire n'importe quoi avec cet outil-là. C'est ça. Eh ben, c'est super intéressant. Je connaissais pas du tout le fait que l'hypnose pouvait aussi servir dans la rééducation en neuropsychologie. J'avais vraiment cet aspect-là aussi classique par rapport aux phobies, par rapport Tout à fait, oui. aux addictions. Ça marche très très bien. C'est vrai qu'on est très peu de neuropsy, hein, à commencer. C'est nouveau, hein. La recherche en neuropsy et hypnose, c'est quelque chose d'assez récent. Ça commence à émerger. Et alors attends, si tu veux le top du top, moi je m'y intéresse pour la rééducation. Il y a des neuropsy qui sont en train de s'intéresser à ça pour l'évaluation, pour le bilan en fait neuropsychologique. Et j'ai pu échanger avec des neuropsychologues qui faisaient de la recherche là-dessus, qui faisaient passer des bilans donc de QI, de quotient intellectuel, à des patients adultes Mhm. cérébrolésés. Et en fait, ils en arrivent à la constatation que si on met le patient en transe, donc en transe somnambulique pendant le bilan, ben en fait, ses scores finaux sont plus élevés que hors transe en fait. Ah Euh, ouais. En fait, on va tellement déconnecter, comment dire, tout ce qui est angoisse de performance Mhm. durant la transe hypnotique, la personne, elle se sent tellement bien, tellement relaxe qu'elle va pas surcogiter, elle va pas dire, ah, est-ce qu'il y a un piège, etc., dans l'exercice que le neuropsy me propose et tout. Donc, pour le coup, elle donne vraiment le meilleur d'elle-même, en fait. Et donc, il y a de la recherche également sur l'évaluation cognitive, en fait. En hypnose, c'est très intéressant. Ah, c'est fou, il y a encore plein de choses à découvrir quand même. C'est fascinant. Tout à fait. Et est-ce que tu as le temps pour encore deux petites questions? Avec plaisir. C'est deux questions qui sont un peu emblématiques du podcast que je pose à la fin. La première, c'est quel objet représente le mieux ta pratique? Elle est pas facile, cette question. Elle est pas facile du tout, parce que si on parle en termes d'outils, moi clairement, un ordinateur, une imprimante couleur et une plastifieuse, et je refais le monde. Je demande beaucoup, beaucoup de choses pour la rééduque, mais c'est des outils, on va dire. C'est pas forcément symbolique. Oui. Euh, En symbolique, j'hésiterais entre deux choses. J'hésiterais entre un sablier, parce que exercer en Guyane m'a appris énormément de choses sur les représentations temporelles, en fait. Et le fait que si on veut avoir une meilleure, comment dire, on fait souvent appel aux neuropsy pour les capacités attentionnelles. Et en fait, si on veut avoir de bonnes capacités attentionnelles, il faut que le cerveau se représente bien le temps. Et en fait, il y a plein de choses que j'ai appris en rééduc par rapport à la gestion du temps et aux représentations mentales et cognitives du temps, qui me permettent aujourd'hui de faire des super trucs des fois en séance où je suis très très contente de me dire waouh, ça si j'avais pas été au fin fond du Mexique face à un calendrier circulaire, je n'aurais pas compris ça aujourd'hui dans ma séance avec cet enfant. Donc voilà, la Le toutes les sablier, questions c'est... relatives au temps, voilà, m'intéressent beaucoup dans ma pratique.
Et puis je trouve ça très joli en plus en sablier. Si la question intéresse certaines personnes, j'ai fait un article avec Sébastien Horard sur la représentation du temps et les enfants porteurs de TDAH, qu'on trouve facilement sur Internet, voilà, sur LinkedIn ou Facebook et tout, vous le retrouvez facilement. Donc il y a ça, et puis je dirais l'autre objet, tu vas rire, hein. L'autre objet, je dirais que c'est un neurone en peluche que j'ai dans mon bureau. Ah oui, c'est rigolo ça. Je Voilà, serais curieuse de le voir. Il nous faudra une photo pour les réseaux sociaux, là. Ils sont très populaires, les enfants les adorent. Parce qu'en fait, c'est tout bête, hein, mais quand un enfant vient me voir en bilan ou en séance et que je lui demande est-ce que tu sais pourquoi est-ce qu'on se voit, j'ai déjà eu plusieurs enfants qui m'ont répondu bah, je viens te voir parce que mon cerveau il est moche. Ou alors parce que mon cerveau il fonctionne mal, ou alors parce que mon cerveau il est pas beau, ou ce genre de choses. Et ça me brise le cœur. À chaque fois que j'entends ça, ça me brise le cœur. Et alors dans mon bureau, il y a plein de représentations du cerveau. J'ai une lampe cerveau, j'ai des peluches cerveau, j'ai des neurones en peluche. C'est Cervoland, hein, dans mon bureau. Parce que je veux que quoi qu'il arrive, l'enfant ressorte de sa séance en se disant que son cerveau, il est magnifique, il est extraordinaire, il lui permet de faire plein de choses. Et pour moi, cette représentation positive du cerveau, elle est capitale, elle est au cœur de plein, plein, plein de choses. Et ça m'arrive de dire aux enfants très, très, très honnête, de manière complètement honnête, hein, de dire à un enfant, écoute, voir ton cerveau fonctionner aujourd'hui, ça a été peut-être un des plus beaux moments de ma journée et je te remercie pour ça. Oui, et puis j'imagine que eux-mêmes avoir une bonne représentation de leur cerveau, ça favorise aussi finalement leur progression Et l'estime de et soi, et ça forme un tout en fait. On rattache un petit peu le cognitif, le corps et l'émotionnel et la psyché, quoi. On réunifie un petit peu tout ça de manière positive. ouais, c'est super chouette. Et la dernière question, c'est si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Alors ça va pas être très original, Pas de souci. mais honnêtement, je pense que ce serait psychomotricienne. Euh, Parce que j'ai eu la chance en tant que neuropsy de toujours bosser avec des psychomotes. Et plus je creuse dans cet aspect-là, et plus je me rends compte qu'effectivement, passer par le corps permet de déployer des choses très très intéressantes, que c'est extrêmement lié bah, à tout, hein, au cognitif, à l'émotionnel, etc. Mais voilà, j'ai déjà fait des groupes de rééducation avec des psychomotriciens, et honnêtement, on a fait des petits miracles à deux. Neuropsy, psychomote, c'est un duo qui marche très très bien. Ça me donne envie de reprendre mes études. Je me ferme pas la porte. Je me dis franchement plus tard, allez, je vais reprendre mes études pour passer mon diplôme, pour devenir psychomotricienne et pour avoir les deux casquettes en fait. Parce que je pense que vraiment avec les deux casquettes, on arrive à faire des choses en rédu qui sont incroyables. Ah bah écoute, je te le souhaite alors de pouvoir faire ce parcours. Et du coup, il me semble que tu as présenté déjà ta formation Génopsy. Mhm. Génépsie, oui. Génepsi, c'est ça. Et aussi, tu as donc présenté un article que tu as réalisé. Tu as mentionné plusieurs choses. Et donc, tout ça, ce sera retrouvé dans la newsletter, puisque tous les 15 du mois, je fais une newsletter en lien avec le portrait de psy qui a été fait le premier. Donc là, en l'occurrence, ce sera le 15 avril. Il y aura la newsletter avec le portrait de psy de Anaëlle. Et vous pourrez retrouver toutes les ressources qu'on a citées ici. Voilà. Avec plaisir. Et si vous voulez, je vous mettrai même un lien pour accéder au replay gratuit d'un webinaire que j'ai donné qui porte uniquement sur la question de l'anamnèse en situation interculturelle. C'est un micro bout de ma formation, mais voilà, vous pouvez avoir le lien et puis comme ça, regardez ça tranquille sur YouTube si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, je l'ai regardé, j'ai commencé à le regarder déjà et c'est Ah ouais? super intéressant. Ouais, vraiment, C'est gentil. vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à regarder quand je le mettrai le lien, c'est top. Et donc, sur ce, eh bien, nous avons terminé. Bah, écoute, moi je te dis en tout cas un grand merci parce que je trouve ça super ce genre d'initiative. J'adore mon métier. J'aime parler de mon métier et je sais que c'est le cas pour beaucoup de psychologues. Donc vraiment merci à toi pour ces initiatives. Oh, bah, ça me fait très plaisir. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie.
Et si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Cela aiderait aussi énormément le podcast à se faire connaître si vous pouviez partager cet épisode à ne serait-ce qu'une personne de votre entourage. Allez, c'est parti! Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter qui est tous les 15 du mois, qui propose un récap très fourni de chaque épisode. Le lien est juste en barre d'infos. Autrement, on se retrouve sur Facebook et Instagram, @lachaînepsy, pour que vous puissiez peut-être à votre tour poser une question à la prochaine ou au prochain psychologue. Vous pouvez aussi m'écrire et me partager vos retours pour faire évoluer le podcast et la chaîne en général. Et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Se faire connaître.